Madame la Présidente, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs, ça me fait grand plaisir aujourd'hui, ce soir, de vous adresser la parole. On m'a déjà brièvement présenté. J'ajouterai seulement que je suis spécialiste de droit public. Je m'intéresse à ces questions de droit linguistique depuis un certain temps. On a cette ressource maintenant qui approche son 2 ans et demi anniversaire en droit linguistique. Et par ce fait même, c'est fort logique, je m'intéresse grandement à cette initiative de moderniser la loi sur les langues officielles. Je m'y intéresse principalement dans ces volets de droit public, mais spécifiquement ou plus précisément en ce qui concerne l'interprétation. Je ne suis pas un administrativiste. Évidemment, la loi porte beaucoup sur des aspects de droit administratif que je n'aborderai pas aujourd'hui. Je compte, dans le temps qui m'est alloué pour la présentation, j'ai compris un 5-6 minutes, aborder, un peu ambitieux, 3 points, mais vraiment des thèmes. Des thèmes pour générer une discussion, si vous souhaitez poser des questions sur chacun de ces 3 thèmes. Dans l'ordre, il sera question tout d'abord de bilinguisme pour les juges à la Cour suprême du Canada et de l'arrêt Nadon. Deuxièmement, j'aborderai la problématique du bilinguisme législatif, précisément la règle d'égale autorité en interprétation des lois. Et finalement, troisième thème, bilinguisme judiciaire et la règle de l'égale autorité des versions d'un jugement. Sur le premier point, je serai bref, simplement pour exprimer ma position que j'ai déjà articulée en doctrine, selon laquelle, au sommet de la hiérarchie judiciaire au Canada, dans notre système unitaire, se trouve, on le sait bien, la Cour suprême du Canada, qui notamment a compétence pour s'assurer que notre droit est administré eu égard à l'une des principales caractéristiques du pays, c'est-à-dire son bilinguisme. La réalité juridique canadienne inclut non seulement le bilinguisme, mais le bijuridisme. En ce qui concerne le bilinguisme, je partage l'avis des collègues qui insistent sur l'importance d'avoir des membres, des magistrats de la plus haute instance du pays qui sont capables d'œuvrer, de travailler dans les 2 langues officielles, en français et en anglais. Il en relève de la réelle interprétation et application du droit canadien qui se veut bilingue. Pourquoi est-ce que récemment on s'objecte à formaliser de façon législative cette exigence de bilinguisme à la Cour suprême du Canada? Bien, on invoque, le présent gouvernement, l'arrêt Nadon. L'arrêt Nadon qui portait, pour mémoire, sur l'admissibilité d'un juge qui provenait de la filière des cours fédérales pour savoir essentiellement si ça respectait l'exigence des 3 juges du Québec. Et on fait dire à cet arrêt qui était très précisément sur cette question des 3 sièges donnés pour la province de Québec afin de bien respecter la dualité juridique du pays, de droit de common law au Canada anglais et de droit civil au Québec. On lui donne une interprétation large, trop large à mon humble avis, pour essentiellement y inclure tout ce qui concerne la composition de la Cour. Ce vocable s'inspire de l'article 41 de la formule d'amendement, l'article 41 de la loi constitutionnelle de 1982, et qui exige essentiellement une modification constitutionnelle si on est pour toucher ces questions relatives à la composition de la Cour suprême du Canada. Or, dans Nadon, c'est vraiment le combiné de 2 choses. D'une caractéristique fondamentale de notre plus haute instance du pays, de la Cour suprême du Canada, mais aussi de cette protection donnée aux 3 sièges du Québec qui a amené la Cour suprême du Canada à conclure qu'il n'était pas possible de nommer le juge Nadon dans cette affaire, mais plus généralement, quelqu'un qui ne respecte pas qui ne remplit pas les exigences des articles 5 et 6 de la loi sur la Cour suprême du Canada. Essentiellement, pour résumer,
à mon avis, une bonne interprétation de l'arrêt Nadon n'empêcherait pas de formaliser l'exigence de bilinguisme pour les nominations à la Cour suprême du Canada. J'enchaîne immédiatement avec mon deuxième point concernant le bilinguisme législatif et la règle d'égale autorité en interprétation législative. Cette règle d'égale autorité a pour assise plusieurs textes. La loi constitutionnelle de 1867 à son article 133, mais également la Charte canadienne des droits et libertés à son article 18 et, texte législatif qui nous intéresse au premier chef, la loi sur les langues officielles à l'article 13 souligne à grands traits, dans le même sens, dans le même esprit, que les lois sont officielles dans les deux langues, en français et en anglais, et ont le même statut, la même autorité. Dans la réalité, cela étant dit, dans la réalité de la pratique juridique au pays, toutefois, il est assez clair que ces idéaux de bilinguisme législatif se heurtent à l'unilinguisme des praticiens et praticiennes dans plusieurs parties du pays. On avait Mme Jennings, notamment, qui soulignait, et je suis persuadé qu'on l'a relevé dans d'autres séances, d'autres témoins l'ont souligné, que la réalité de la pratique à Montréal est somme toute très bilingue. Ailleurs au pays, ce n'est pas la situation, mais pas du tout. Les règles applicables en interprétation législative pour favoriser le bilinguisme législatif insistent dans un premier temps sur cette règle d'égalité, d'égale autorité des versions, pour essentiellement dire que les lois bilingues devraient être interprétées de façon bilingue. Ça paraît simpliste peut-être au premier regard, mais cette idée nous amène à aller beaucoup plus loin que des simples règles développées en jurisprudence, la première du sens commun aux deux versions linguistiques et l'autre qui favorise essentiellement le sens commun en cas d'ambiguïté résultant d'une opposition entre les deux versions linguistiques. Qu'est-ce que je soumettrai devant vous, Madame et Monsieur les sénateurs et sénatrices, c'est que pour rejoindre davantage l'objectif général de la loi sur les langues officielles est de promouvoir de façon réelle, in substantive terms, la promotion du bilinguisme législatif. Il serait sans doute opportun d'inclure une clause d'interprétation dans la loi sur les langues officielles qui inviterait les juristes au pays, Québec, mais également des 9 autres provinces et 3 territoires, de prendre l'habitude, sans en faire une règle trop exigeante, mais règle d'interprétation, de développer l'habitude de prendre systématiquement en compte les deux versions linguistiques dans l'interprétation des lois bilingues au pays. En interprétation, une des premières choses que je souligne, première ou deuxième séance auprès de mes étudiants, c'est que même dans des juridictions où il y a bilinguisme législatif, où il y a plus qu'une langue officielle dans les lois, la norme législative est unique. Elle est une. C'est son support communicationnel qui est double. Or, pour rejoindre les idéaux et l'objectif général de donner accès aux lois bilingues à travers le pays dans les deux langues officielles, quoi de mieux que de lancer l'invitation d'interpréter en amont et non pas juste en aval s'il y a contradiction entre les deux versions linguistiques, mais en amont d'inviter les juristes dans la préparation de leur cause, mais également les juges, bien évidemment, à prendre en considération d'entrée de jeu les deux versions linguistiques. Troisième point, et je serai bref, bilinguisme judiciaire et la règle d'égale autorité des versions d'un jugement. Présenté comme ça, c'est une fausseté. Au pays, de facto, sur le terrain, les jugements qui sont officiels dans les deux langues, français et anglais, les deux langues du pays, plus souvent qu'autrement,
inclut dans une des deux versions la mention « traduction ». Les jugements à la Cour suprême du Canada, les jugements à la Cour d'appel fédérale et qui sont répertoriés, on nous dit en doctrine, à la hauteur de pas plus de 10 %. Donc, le peu de jugements devant les cours qui proviennent des cours fédérales d'appel et de première instance, quand ils sont traduits, portent la mention dans l'une des deux versions linguistiques de traduction. Cette pratique, très malheureusement, dans les faits, signifie qu'il y a une des deux versions des jugements qui reçoit une plus grande autorité. Je terminerai avec une anecdote. Étant consciente de cela, récemment, ça fait quand même une vingtaine d'années, pour vous dire, j'ai travaillé auprès de Mme Claire L'Heureux-Dubé à la Cour suprême du Canada. Et une des tâches qu'elle donnait à faire, à nous, Claire, c'est de réviser les traductions des jugements, systématiquement. Puisque la très grande majorité des jugements étaient rendus, écrits en anglais, c'était les clercs du Québec, et dans un cabinet de 3, j'étais le clerc du Québec, donc ça faisait partie régulièrement de mes tâches de vérifier la traduction de l'anglais vers le français. Et quand on avait terminé, et après une première révision, Mme L'Heureux-Dubé en faisait une deuxième, et elle biffait la traduction. Parce que, selon elle, on avait travaillé suffisamment la version linguistique traduite, qu'elle était pas moins officielle que l'autre. Ça, pour en faire une proposition, c'est sans doute, quand on garde à l'esprit qu'au Canada, les principales sources juridiques sont législatives, mais également jurisprudentielles, et d'autant plus vrai au Canada anglais, évidemment, dans les 9 provinces de Common Law. Il serait sans doute une bonne, encore une fois, par le biais d'une mention dans le préambule ou d'une disposition interprétative, d'inviter dans l'interprétation bilingue et la rédaction de motifs pour les jugements qui se retrouveront dans les deux langues officielles, de favoriser vraiment l'égalité d'authenticité en mettant de côté cette pratique de mentionner qu'une des deux version linguistique est une version traduite. Je terminerai là-dessus. Merci.